quels que soient les chiffres et la réalité, l'invasion est d'abord un fantasme. Et d'abord quelque chose d'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problématiques que ressentent à un moment les individus et les gens. Hein. Mais on va jouer du danger de la masse. L'invasion jaune et le péril jaune a fait trembler nos arrière-grands-parents. Le livre le plus vendu en 1904-1905 dans ce pays, c'est L'invasion noire. Sur la couverture, et vous l'avez en affiche dans le livre, on voit un chef musulman, un imam, qui montre la Mecque avec des hordes noires d'Africains qui viennent de décapiter les officiers français. Et l'histoire raconte comment ils vont envahir Paris. L'invasion est à nos portes. Et l'autre ne peut être que différent de nous, parce que s'il nous envahissait et qu'il était comme nous, il n'y aurait pas de problème. Et donc le fait qu'il va arriver en masse... Pourquoi la persistance de cette idée d'invasion qui devient ensuite l'idée du grand remplacement chez certains, qui prend la forme pour d'autres un peu plus policés de submersion migratoire? Enfin bref, c'est à peine plus policé. Vous fabriquez par l'émotion quelque chose qui devient une dialectique politique contre laquelle il faut avoir des hommes ou des femmes politiques capables de dire non. Donc vous vous dites, mon voisin n'est pas capable de le faire. L'invasion juive, par exemple, Drummond. Nos hommes politiques vont faire peut-être de Dreyfus un innocent. Nous, on sait qu'il est coupable. Il est coupable non pas pour ce qu'il a fait, mais pour sa race. À partir du moment où vous dites ça, vous vous légitimez pour un moment exercer le pouvoir politique. Il faut pas rêver. Il y a toujours une raison économique ou politique au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie. L'apartheid n'est pas juste une utopie de quelques blancs, c'est aussi un système économique extrêmement rentable. Le maintenir l'esclavage par les images et les imaginaires, c'était de légitimer que le coton devait coûter beaucoup moins cher qu'en payant des gens pour le ramasser. Et en politique, vous avez des gens qui veulent simplement accéder au pouvoir. Et l'émotion politique de tous les partis populistes racistes, c'est de dire aux gens, ayez peur. Ayez peur. Mais c'est aussi le sentiment d'une supériorité, non? C'est-à-dire la masse menace... C'est rassurant. Se sentir une race supérieure, entre guillemets race, se sentir une race supérieure, c'est d'un seul coup, vous valorisez celui à qui vous parlez. En plus, vous dites, tu sais, tu viens d'une longue lignée, tu dois défendre cette couleur de peau qui est la tienne, et les autres vont tout faire pour la faire disparaître. Protège-toi par ton corps, donc l'autre homme peut venir violenter les femmes. Rappelez-vous, le discours est très présent dans le discours actuellement d'Éric Zemmour. L'autre, par division, peut désirer, violenter, accaparer nos femmes. Et à côté, tu dois protéger aussi du métissage, ta culture, ta race. Et il y a tout un discours sur la civilisation aussi. L'autre va venir nous pervertir par des choses presque invisibles. Et d'une certaine manière, cette supériorité passe aussi par les images exotiques. On aurait le droit de consommer le corps de la femme de l'autre parce que ce corps ne serait pas un corps dans l'humanité pareil. Tout ça fabrique une forme de normalisation comme quoi nous serions supérieurs. Et ce que je dis là est valable tout autant au Japon ou en Inde quand on parle à son propre public. Les populistes japonais, américains, indiens, brésiliens. Les mêmes. Ce qui est impressionnant, c'est comme ça va jusqu'à imprégner les représentations populaires. Oui, dans un des chapitres de votre livre qui m'a fortement intéressée et qui est signé Pascal Horry, il s'intéresse aux magazines illustrés et il évoque notamment l'hebdomadaire L'Épatant, une des plus grandes réussites commerciales de la presse jeunesse. C'est entre 1908 et 1939, avec notamment les aventures des pieds nickelés. Et les peuples colonisés y sont fréquemment moqués, dénigrés, comme dans cette image qu'on va le voir publiée peu après l'exposition coloniale de 1931, que Pascal Horry décrit d'ailleurs comme un moment d'apogée du récit impérial français. Ça veut dire que les magazines, les journaux, les bandes dessinées ont participé en fait à la diffusion de ces stéréotypes dont on est encore imprégné peut-être aujourd'hui. Tout à fait. Il touche le monde de l'enfance, il touche le monde des adolescents, il touche les récits pour les plus petits. Il y a même des récits adaptés pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons. Et vous voyez bien, le stéréotype devient presque une norme. On joue avec une négresse à plateau qui porterait des verres. En fait, la moquerie du corps de l'autre. Oui, mais ça c'est de la moquerie, c'est pas de la... Oui, mais la moquerie, la première étape. Danger. Et la moquerie, quand vous commencez à rire de la moquerie, c'est la première étape. Si on commence pas à se moquer de l'autre ou à montrer sa différence, comment voulez-vous après que la caricature l'emporte? Elle fonctionne. Après, la caricature devient un stéréotype. Et le stéréotype devient une rémanence, devient un préjugé. Le préjugé devient lui-même un rejet de l'autre. Le rejet de l'autre devient une théorie savante qui explique que l'autre est différent de nous. Et au final, vous dites, s'il y a des races différentes, elles sont peut-être hiérarchiques. Si elles sont hiérarchisées, je peux peut-être être au-dessus. Puis si je suis au-dessus, j'ai donc un droit sur les races inférieures. Jules Ferry. La logique, elle fait qu'il faut que tout le système fonctionne. Si vous avez un des maillons de la chaîne qui ne marche pas, le système ne marche pas. Et là, en l'occurrence, c'était 1931, donc cette revue dont parlait Pascal Horry, en pleine Expo universelle, et en ce moment, on commémore aussi une autre Expo universelle, très très loin de là. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir donc qu'il y a les journaux, les magazines illustrés, et puis il y a évidemment la publicité dont vous écrivez que c'est une éponge, l'éponge d'un temps. L'expression, elle est géniale. Elle récupère les poncifs et les stéréotypes capables d'être compris immédiatement par les consommateurs. Et vous publiez plusieurs
rares anciennes affiches de pub. Celle-ci, par exemple, pour les longuettes de poulet. Ah, quelle sauce je vais le manger. C'est pas vieux. Le blanc. C'est que c'est vraiment Et ça, c'est pas les vieux. 80. On a peut-être été tous chez 86. Free Time. Voilà, tout ça, on a peut-être tous été chez Free Time ici. Et cette pub a fait un Incroyable. carton à l'époque. Ouais. Parce que tout le monde la comprend. On a compris qu'il jouait sur blanc de poulet. Ah, blanc de poulet, petit blanc. Mais il est cannibale. Bah oui, il est cannibale. On le sait tout de suite qu'il est cannibale. On l'a reconnu avec les plumes. Et les plumes, c'est quoi? Bah, c'est peut-être qu'il a tué le poulet avec les dents. Regardez, les dents élimées. Et les yeux. Regardez les yeux en boule de l'auto dont Ouais, on parlait. les yeux. Il y a tout. En fait, et l'os, pratiquement Free Time a remplacé l'os dans les cheveux. OCB, c'est plus compliqué. Ah, J'ai trouvé à OCB, comprendre. c'est l'exotisation des corps. C'est-à-dire que la femme noire est positionnée comme un être qui peut être consommé. Et on trouve ça extrêmement naturel. Objectivé. Et OCB s'est fait attaquer, et pour arriver à se défendre et de supprimer la pub, il a créé la même pub avec une jeune femme blanche. En disant, voyez, on est clean. On est clean. J'adore. Dans votre livre, il n'y a que des images terrifiantes, racistes, dont on se demande comment elles ont pu être présentes, aussi présentes dans l'espace public. Et donc, il y a deux images très fortes. Benjamin Stora, qui donc choisit l'image qui commémore le 17 octobre 1961, ici, en noix des Algériens. Et puis Alain Mabankou, le formidable écrivain, qui lui a choisi cette image-là. Et c'est, une image, comment la qualifier? C'est C'est pas une contre-image. C'est comment une image... une contre-image. Elle vient effacer les autres. En une image qui nous a tous marqués. On la connaît tous. C'est la révolte. Voilà. Et c'est la révolte, mais c'est aussi une image positive, en fait. Elle a été perçue comme négative par le CIO à l'époque. Je vous passe pas le destin de ces deux hommes. Et du troisième, d'ailleurs, dont on oublie qu'il a un petit badge. Ouais, l'Australien. Ce que dit d'ailleurs Alain dans son texte. N'oubliez pas que l'Australien a un petit badge qui soutient le mouvement des Noirs américains. Cette image, d'un seul coup, va en effacer des dizaines de millions. Oui. Et c'est ça que dit Alain, qui est très fort. L'image a cette force destructive. Et en même temps, elle a une force pédagogique et une force pour reconstruire du positif incroyable. Et c'est pour ça qu'on doit toujours être vigilant avec les images et qu'on dit, dans ce livre, et ce que dit aussi Alain, Pascal Horry, Leila Slimani et tous ceux qui m'ont rejoint avec passion dedans, c'est ne faisons surtout pas disparaître ces images par une bonne morale que l'on verrait à un moment d'un seul coup pour arriver à immaculer ce monde merveilleux. Non, non. Si un jour on veut raconter tout ça à nos enfants, on a besoin de garder ces images. On a besoin de montrer la mise en scène. Bien sûr, ils ne croiront pas. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible dans une démocratie développée, en tout cas pas de manière aussi flagrante. Regardez les images de certains partis politiques, en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne, des partis plutôt marqués très fortement à droite. Quand vous avez la femme voilée, le minaret et les couleurs, il y en a une du Front National de la Jeunesse, oui. Ils gardent les mêmes codes qu'hier. Et dans la publicité, regardez bien de temps en temps certaines publicités, elles peuvent encore nous choquer. Il y a une publicité chinoise qui date de 2016, qui est totalement incroyable. Vous voyez les Chinois mettre un jeune Africain dans justement, oui. une machine à laver, et la Chinoise sort un monsieur chinois immaculé, et tout beau, et tout blanc, enfin blanc, à la chinoise. Donc, regardez, vous l'avez là, elle est fantastique. Quelle Elle est horreur. Et là, on la voit à l'écran. aujourd'hui. Ouais. On la voit à l'écran et ça sidère Jean-Michel, Eva et tout le monde autour de la table. Et 1 milliard de Chinois ont vu cette publicité, et les Chinois ont répondu quand on leur a posé la question, ce qui est fantastique, ah, vous avez vraiment une morale très très hautement placée, vous les Européens, pour pas comprendre l'humour de ça. Ah, oui, non, c'est pas que nous, mais on a peut-être réfléchi depuis très longtemps. En fait, ils ont digéré tous les codes de nos vieilles pubs où on blanchissait des Noirs à la fin du 19e siècle pour vendre. Voilà. C'est Et on se dit, ignoble. mais nous, on a maintenant appris à voir ça. On a appris à voir ça. Mais oui, parce qu'on a appris à le décoder. Mais c'est le ça, début c'est d'une passé. histoire. Ah, pas encore. Bien sûr que c'est passé en Chine, vous rigolez, des Sans milliards aucun de problème. Chinois l'ont vu, et plusieurs fois d'ailleurs. Et il faut expliquer maintenant aussi dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, que ces stéréotypes qu'ils ont digérés, parce qu'ils les ont digérés comme nous en fait. Ils ont les mêmes stéréotypes. Attention, ce que vous venez de construire est peut-être une vision un petit peu raciste du monde. Eh ben, ça va prendre quelques années en Chine pour l'expliquer.